Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Nous accueillons aujourd'hui par téléphone Estelle Auduc, victime de lourdes défaillances moteurs du groupe Renault-Nissan-Dacia dans le scandale du Motorgate. Bonjour Estelle. Bonjour Romain. Merci, un grand merci à toi d'être avec nous au téléphone, c'est un plaisir de t'accueillir. Merci, c'est gentil. Merci. Alors Estelle, tu as adhéré à une action collective à l'initiative d'un avocat du barreau de Paris. Une procédure judiciaire est actuellement en cours. On en reparlera tout à l'heure au cours de l'émission, mais j'aimerais tout d'abord que nous débutions cette émission par ton histoire. Alors tout commence le 25 mai 2018. Tu décides d'acquérir un véhicule. Oui, c'est ça. En 2018, effectivement, je programme de changer de véhicule et je me laisse séduire par la belle carrosserie de la Nissan Juke que je vais acheter à la concession Nissan de Valence. Un véhicule d'occasion que j'acquiers et qui a 67 000 kilomètres au compteur. Donc c'est un moteur essence, c'est important de préciser. C'est un moteur essence, oui, c'est un moteur essence. Et la référence du moteur c'est 1.2 DIGT, c'est ça. DIGT, 1.2 DIGT, c'est ça. Ça aura toute son importance pour la suite, du coup, cette catégorisation de motorisation. Donc c'est un véhicule qui a 3 ans, tu l'as acheté 13 000 €. Oui, c'est ça, à peu près. À peu près. Donc à l'achat, il y a déjà quelques petits problèmes techniques. Oui, au moment où je l'achète, en fait, il y a quelques problèmes techniques, c'est-à-dire que je remets un petit peu en question le sérieux de la concession où je l'achète. Il y a des défaillances au niveau d'un feu arrière, au niveau des essuie-glaces. Il y a quelques petites problématiques techniques, mais à ce moment-là, rien de vraiment sérieux. Mais déjà, la puce à l'oreille déjà est mise déjà à ce niveau-là. Et donc ensuite, tu te rends compte rapidement qu'il y a un problème un peu plus important concernant l'huile. Oui, c'est ça. En fait, ce qui m'alerte, c'est quelques mois après l'avoir acheté, je vais faire un premier entretien dans un garage local à proximité de mon domicile. Et au moment de ressortir mon véhicule de garage, le prestataire me dit: votre véhicule, je peux pas le sortir parce qu'il y a déjà un problème batterie. La batterie est morte, alors que mon véhicule, ça fait que très peu de temps que je l'ai. Et en plus, on me dit, dans votre réservoir d'huile, il n'y a plus une seule goutte d'huile. Donc ça fait pas très très longtemps que j'ai mon véhicule, donc là je suis très interpellée. Donc on change la batterie, on met une batterie neuve, on remet de l'huile dans les réservoirs, mais moi en tout cas je suis très interpellée par ce qui se passe. Et du coup, à partir de cette alerte, moi, je fais très attention à partir de ce moment-là, de remettre régulièrement, de regarder en tout cas ce réservoir, parce que je trouve pas ça vraiment très normal. Et en fait, je me rends compte très régulièrement en regardant ce réservoir, en faisant les niveaux. Je me rends compte que l'huile disparaît. Et c'est pas une disparition de fuite, hein, puisque là où je stationne mon véhicule, il n'y a jamais de trace au sol. Je me rends compte que l'huile, en fait, elle est mangée par le système. Et là, je commence vraiment à me poser des questions sur le véhicule que j'ai acheté. Alors, on va rappeler les conséquences d'un manque d'huile moteur. Alors, ça génère une chaleur excessive au niveau des pièces et donc qui amène des usures plus rapides. Elle augmente aussi le risque de surchauffe et l'endommagement du moteur. Il y avait également des bruits anormaux au démarrage concernant ta voiture. C'est ça. En fait, quelques mois après l'achat, quand je mets en route mon véhicule, lorsqu'il est mis en route, qu'il est froid, le véhicule il broute, comme on dit. On sent que la motorisation se lance pas correctement. Et c'est aussi l'un des points qui m'avait amené à aller voir un garage pour poser ces questions et savoir exactement ce qu'il en était. Ce véhicule, ça faisait pas très longtemps que je l'avais acquis, et toutes ces problématiques cumulées m'ont commencé à me mettre la puce à l'oreille.
Et il y avait aucun voyant qui s'affichait sur le tableau de bord? Oh non, il n'y a jamais eu aucun voyant qui s'est affiché sur le tableau de bord, aucune alerte en tout cas, qui laissait entendre qu'il y avait des problématiques. Donc comme tu as dit à l'instant, tu te rends dans un garage proche de chez toi et non pas à la concession? Pas à la concession, parce que la concession est loin de mon domicile. Et donc là, tu rencontres une sorte de mur face à ce garage? Oui, c'est-à-dire que quand je commence à alerter deux garages à proximité de chez moi où j'explique cette consommation d'huile, on me dit systématiquement que c'est normal, cette motorisation-là consomme énormément et visiblement ça ne semble pas inquiéter les garagistes. On me dit mais c'est normal, on a déjà reçu ce genre de véhicule et apparemment ça semble être un problème récurrent sur ce genre de véhicule, sur ce genre de motorisation, mais en gros on me dit que je dois pas m'inquiéter, que c'est normal. Alors que remettre de l'huile régulièrement dans son moteur, pour moi ça n'a rien de normal. Et de plus, le garage ou les garages rejetaient la faute sur toi? Oui. Alors, de surcroît, le fait d'être une femme, je pense que ça n'aide pas dans ce genre de problématique, et où on me dit que c'est mon véhicule qui est pas forcément entretenu correctement, qu'il faut que je sois beaucoup plus vigilante au niveau d'huile dans mon véhicule. Ce que j'ai fait, du coup, pareil, pas après, mais quand vous êtes amené à revoir le niveau d'huile dans votre véhicule tous les 15 jours ou les 3 semaines, et que vous êtes obligé de remettre l'équivalent d'1 litre d'huile tous les 15 jours ou les 3 semaines, c'est véritablement qu'il commence à y avoir un vrai problème. Donc la voiture a été vue par des garagistes, plusieurs fois, oui. Mais le problème continuait toujours, bruit de moteur. Le problème est récurrent et les réactions garagistes sont toujours les mêmes. Vérifiez votre niveau, cette motorisation consomme beaucoup, on le sait. Donc tu commences à taper un petit peu du poing sur la table, un petit peu beaucoup. Oui, un peu beaucoup. Tu interpelles Nissan Valence, le concessionnaire. Oui, je commence à interpeller le concessionnaire chez qui j'ai acheté mon véhicule, où là je demande à ce qu'il soit pris en charge et qu'il soit vérifié sous toutes les coutures pour qu'on puisse m'apporter une vraie réponse à cette problématique. Et donc, quelques mois plus tard, mon véhicule va faire un séjour de 3 jours, je crois, à la concession Nissan à Valence. Et mon véhicule, on me le restitue en me disant c'est un problème de chaîne de distribution défectueuse. Et comme visiblement mon véhicule est encore sous une garantie constructeur, on me dit on va vous changer la chaîne de distribution et donc on me met une chaîne de distribution neuve. Et à partir de ce moment-là, on me dit votre véhicule est réparé, vous n'aurez plus ces problèmes. Mais malgré ce changement de chaîne de distribution, c'est toujours la même chose qui se produit au niveau de... Les consommations d'huile restent toujours les mêmes. Par contre, les bruits moteurs ont disparu. Les bruits moteurs ont disparu. Par contre, je fais toujours attention de vérifier mes niveaux d'huile et la consommation d'huile reste toujours la même, reste toujours très très élevée. Combien d'huile tu mettais dans le réservoir d'huile? À mon souvenir, alors j'avais de fait toujours un bidon d'huile dans mon coffre systématiquement. Donc ce qui fait aussi un budget pour un budget consommation d'huile qui est assez énorme, mais en moyenne je devais remettre l'équivalent de 1 litre, 1 litre et demi d'huile tous les 15 jours 3 semaines dans le moteur. C'est énorme. C'est énorme. Et toi de ton côté tu devais être désemparée et surtout inquiète? Oui, parce que ça fait longtemps déjà que je dis que je prends un véhicule, mais en fait je ne suis pas rassurée du tout, voire je suis même très inquiète, parce que lorsque je fais des longues distances, je ne sais pas comment mon véhicule va réagir, puisqu'on parle vraiment d'une problématique de motorisation. Donc il y a le caractère dangereux de rouler avec ce type de véhicule. Oui, alors dans l'instant c'est qu'une idée, mais en tout cas l'idée est toujours assez présente. L'idée est toujours assez présente. Et surtout que toi tu avais besoin de ce véhicule pour te déplacer par rapport à ton travail.
Oui, à ce moment-là, j'ai une activité professionnelle qui me déplace chez mes clients, et donc je fais beaucoup de bornes toutes les semaines. Et du coup, je m'interroge du coup sur la viabilité et la fiabilité de mon véhicule sur le plus ou moins long terme. Donc durant 1 année et demie, tu fais attention à cette consommation d'huile. Comme tu as dit, tu rajoutes beaucoup d'huile toutes les 2 semaines. Et il y a un événement qui aurait pu être extrêmement dramatique, s'est déroulé le 1er juillet 2021, 3 ans après l'achat du véhicule. C'est ça. Je reviens de Montpellier. Je rentre d'une visite médicale. J'étais sur Montpellier et au niveau de Remoulins, dans la grande montée sur autoroute, alors que je suis en train de dépasser sur la 3e voie, donc mon véhicule est lancé à 120-130 km/h. Dans la montée, pendant que je double, j'ai le pied posé sur l'accélérateur et j'ai le moteur qui commence à décélérer. Et j'ai beau appuyer sur la pédale d'accélération, le véhicule décélère, il perd en vitesse, il prend en puissance et moi, aux commandes du véhicule, je ne peux plus rien faire. Donc il y a des véhicules sur le côté droit puisque je dépasse, mais j'ai aussi des véhicules qui sont derrière moi et qui me suivent dans mon dépassement. Et aucune alerte au niveau du tableau de bord, rien ne me dit qu'il y a une problématique. Mais je me vois dans l'urgence de mettre les feux de détresse alors que je suis lancée à pleine vitesse, mettre les feux de détresse et par chance, j'ai eu l'opportunité de me rabattre sur la bande d'arrêt d'urgence sans causer de ralentissement derrière, sans, heureusement pour moi, créer d'accident. Et mon véhicule, n'ayant plus du tout accès à l'accélération, mon véhicule se voit stopper sur la bande d'arrêt d'urgence et grande chance pour moi à proximité d'une borne téléphonique. Donc psychologiquement, ça a dû être un choc pour toi aussi de conduire à cette vitesse et de ne plus avoir cette maîtrise du véhicule. Oui. Alors danger, peur, stress, grand stress pour moi et aussi grand stress par rapport à ce qui aurait pu arriver sur la route puisque du coup je deviens un danger. Je deviens un danger pour moi et pour les autres. Donc ensuite, on vient te dépanner sur l'autoroute. Oui, et c'est le soir, donc on me dit que les concessions sont fermées, donc il doit être 19h, 19h30, 20h, on est en plein été, on est le 1er juillet, on est en plein été, les services autoroutiers viennent me dépanner sur la bande d'arrêt d'urgence, on gare mon véhicule du coup au service autoroutier et on me dit que mon véhicule sera emmené le lendemain dans la concession Renault la plus proche et donc ce sera la concession Renault de Remoulins qui va le lendemain matin accueillir mon véhicule non roulant du coup. Et tu reçois un coup de téléphone le lendemain? Et le lendemain matin, le lendemain dans la journée, alors moi je suis inquiète parce que donc du coup je n'ai plus de véhicule, j'ai dû rentrer en taxi chez moi, j'ai dû alerter mon assurance. On vient me chercher en taxi, on me ramène à mon domicile en taxi. Et donc le lendemain, j'appelle le garage et le garage, sans avoir fait d'expertise ni quoi que ce soit, me dit votre véhicule est mort, votre moteur est mort. C'est un problème de motorisation. Si vous voulez qu'on répare votre véhicule, il faut compter à minima 6 000 €. Et là, c'est la douche froide parce que pour moi, on n'a pas eu le temps de démonter le moteur. Pour moi, on ne sait pas ce qui se passe et on me dit déjà que mon moteur est mort et on m'annonce déjà un prix exorbitant pour un véhicule qui a à ce moment-là à peine 100 000 km. Donc à partir de ce moment-là, durant 6 mois, ça a été un enfer pour toi, ça a été très compliqué. Tu as eu le droit d'avoir un prêt de véhicule, mais seulement durant 1 semaine. Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait appel à mon assurance, comme tout le monde, et mon assurance me dit vous avez droit à 1 semaine de prêt de véhicule. Sauf que dans le même temps, mon véhicule, je ne peux plus le bouger puisqu'il n'y a plus de moteur. Et là, du coup, je me retrouve à la merci des concessions et des garagistes entre les mains desquels mon véhicule va passer. Donc tu as dû te débrouiller avec tes proches, tes amis, ta famille pour pouvoir te déplacer? C'est ça. En fait, j'ai dû faire appel, au-delà de la semaine de prêt de véhicule, j'ai dû faire appel du coup à des amis dans un premier temps, en proximité.
qui se sont relayés pour me prêter un deuxième véhicule qui servait pas chez eux. Et puis ensuite, j'ai mes propres parents qui n'habitent pas à côté de chez moi, qui avaient eux 2 véhicules dont ils se servaient pas et qu'ils ont décidé du coup de me prêter sur une durée indéterminée, le temps qu'on puisse trouver une solution pour mon véhicule. Alors en parallèle, moi je me bats déjà avec les garagistes qui ont mon véhicule entre les mains, c'est-à-dire que mon véhicule dans un premier temps est immobilisé au garage Renault de Remoulins, où là personne n'a l'air de vouloir prendre la problématique au sérieux. Le véhicule est mobilisé chez eux. Je demande à ce que très rapidement mon véhicule soit remorqué dans un garage, dans une concession Renault la plus proche de mon domicile, ce qui a été très compliqué. J'ai réussi à faire bouger mon véhicule. On me le transfère du coup dans un garage Renault à Saint-Paul-Trois-Châteaux, à la concession Renault de Saint-Paul-Trois-Châteaux, où là mon véhicule va être immobilisé pendant des semaines et des semaines entières sans que personne ne s'occupe de mon cas. Et en parallèle, tu décides d'alerter Nissan France. Oui, en fait, j'ai commencé par alerter la concession Nissan à Valence où j'ai acheté mon véhicule, où là, on me dit que c'est pas de leur ressort, que ils m'ont juste vendu ce véhicule, mais que vu la problématique qui se pose, c'est pas de leur ressort. On m'invite à contacter le groupe Nissan France. Je fais donc des recommandés. On me renvoie sur le groupe Nissan Europe. Et à chaque fois, j'ai des fins de non-recevoir où l'on m'explique. Moi, je demande, en tout cas, dans un premier temps, je demande à ce que mon véhicule soit pris en charge pour qu'il puisse être remorqué, en fait, dans une concession proche, où à chaque fois, on me dit que c'est pas de leur ressort de faire ce genre de remorquage, ça leur appartient pas. Et je demande, du coup, réparation par rapport à ce qui se passe, et on me dit que c'est pas de leur ressort non plus. En fait, la problématique m'appartient, mais n'appartient ni à la concession où j'ai acheté mon véhicule, ni aux concessions où mon véhicule va circuler, ni au groupe qui a construit le véhicule. Donc je me retrouve avec un véhicule non roulant sur les mains et où l'on me dit globalement que c'est mon problème et que c'est à moi de me débrouiller. Et tu as alerté aussi des associations? Oui, j'ai fait appel en l'occurrence au magazine Auto Plus pour en savoir un peu plus sur cette motorisation et savoir si mon problème était isolé ou si c'était une problématique récurrente. J'ai eu une fin de non-recevoir également. J'ai fait appel à l'association 60 millions de consommateurs, où je n'ai reçu pas de retour non plus. J'ai fait des recommandés, j'ai fait des lettres, j'ai fait des recommandés, et j'ai soit reçu des réponses négatives, soit je n'ai pas reçu de réponse du tout de la part de ces organismes. Et est-ce que durant ces 6 mois, une expertise plus approfondie a été réalisée concernant le véhicule? Non, absolument pas. En fait, la seule chose qui s'est passée, c'est quand mon moteur a été démonté au garage Renault. Quand je suis retournée le voir pour prendre une décision, on m'a juste expliqué que les bougies avaient fondu littéralement, donc sous la pression et la chaleur du moteur, avec une autre problématique dont je me souviens plus. On me remet d'ailleurs les bougies entre les mains, puisque bien évidemment on peut rien en faire, mais aucune expertise n'a été. On ne m'a proposé aucune expertise et aucune expertise n'a été faite. Donc comme tu as dit tout à l'heure, tu as souhaité que ton véhicule soit remorqué près de chez toi, mais il y a eu quelques soucis avec ce garage qui avait les clés du véhicule. Oui. En fait, ce garage a récupéré mon véhicule, l'a stocké sur son parking en me disant que je pouvais le laisser là quelque temps, le temps que je puisse me retourner et trouver une solution. Donc c'était une solution transitoire, mais pas la solution. J'en suis arrivée à vouloir négocier avec eux l'achat d'un véhicule dans leur concession en contrepartie du rachat de mon véhicule non roulant. Donc autant dire qu'il ne coûtait plus rien, donc une énorme perte d'argent. Et suite à ma demande est restée en l'état. Je négociais avec le responsable de la concession Renault, mais à chaque fois que je lui envoyais des mails, il ne me répondait pas non plus. Quand j'appelais, il ne prenait pas mes appels. J'ai dû relancer par mail, par téléphone à de nombreuses reprises, et malgré ma demande de rachat d'un nouveau véhicule,
je n'avais pas de réponse. J'avais aucune suite qui était donnée à mes demandes. Et donc c'est grâce à des amis que tu peux quand même récupérer et aller chercher la voiture? Oui, et je dois quand même souligner que effectivement, ça n'est pas moi qui avais les clés du véhicule, c'est la concession qui l'avait. Ils avaient prétexté qu'ils devaient avoir les clés pour pouvoir bouger le véhicule, pouvoir au moins l'ouvrir et le fermer pour pouvoir le bouger sur leur parking en fonction de leurs besoins. Et un jour, j'ai quand même été contactée par cette même concession où mon véhicule était parqué, où là, on m'a expliqué que mon véhicule serait chargé sur un plateau et qu'il serait descendu à la concession Nissan d'Orange. Et là, pas le temps de me retourner, on me dit votre véhicule est chargé ce matin et il sera descendu à la concession Nissan d'Orange. Et là, je demande mais qu'est-ce que je peux faire moi face à ça? On m'explique que rien ne peut être fait, que mon véhicule, ça fait trop longtemps qu'il stagne sur leur parking et qu'à un moment donné, il va devoir bouger. Donc eux prennent une solution, ils prennent la solution d'éjecter mon véhicule et de l'emmener ailleurs. Et donc du coup, ils me mettent la pression, sachant que mon véhicule ne roule pas, moi je ne peux rien faire et en plus, je n'ai pas les clés. Donc là, je fais appel à un ami à moi qui, connaissant la situation et que j'ai alerté, me dit je vais mettre le plateau à ta disposition. On va venir nous-mêmes chercher le véhicule, on va le monter sur le plateau et on va le déplacer pour qu'il ne descende pas ton véhicule à Orange. Et comme moi je vois que la situation devient extrêmement compliquée à la gestion, je décide de faire appel à la gendarmerie de Saint-Paul-Trois-Châteaux en leur expliquant ce qui se passe. J'ai même dû faire une main courante à un moment donné pour expliquer ce qui se passait avec la concession où était garé mon véhicule, puisque rien ne se passait. J'ai dû appeler la gendarmerie pour leur demander d'être présents le jour où on allait venir charger mon véhicule, parce que j'avais besoin d'avoir la certitude de récupérer mes clés et de pouvoir gérer mon véhicule comme je le souhaitais. Donc tu te sens seule face à cette situation pour faire reconnaître ta problématique. En décembre 2021, la voiture, le véhicule ne fonctionne plus. Tu décides de revendre cette voiture non roulante? Oui. À partir du moment où je la sors du garage, mais comme il est non roulant, c'est compliqué de le parquer quelque part. Du coup, je décide de le ramener sur mon lieu d'habitation, mais je peux pas le stocker devant chez moi. Donc, du coup, il va être positionné dans un endroit où il ne dérange pas, mais qui est quand même sur la voie publique, sur un espace public, où là, il va rester stationné pendant quelques jours. Et là, du coup, je suis obligée, moi, de faire ce qu'il faut. La concession n'ayant rien fait pour me proposer un véhicule de remplacement contre mon véhicule non roulant, je décide du coup de le mettre non roulant en vente sur le Bon Coin, en l'occurrence, en essayant de savoir si quelqu'un potentiellement peut racheter au moins la carcasse, parce que la carrosserie est impeccable. C'est un véhicule qui a une très belle finition. C'est un véhicule qui a une très belle carrosserie, mais qui a un moteur qui est inexistant, qui ne fonctionne plus. Donc je décide du coup de mettre mon véhicule en vente sur le Bon Coin, en espérant que quelqu'un puisse potentiellement avoir un moteur similaire qu'il pourra remettre dans cette carrosserie qui est impeccable. Donc le véhicule est vendu, mais même si le véhicule n'est plus en ta possession, tu gardes en tête de savoir ce qui s'est réellement passé, de faire reconnaître aussi cette problématique. Donc comme tu as dit tout à l'heure, tu as interpellé Nissan France, Nissan Europe, tu montes des dossiers. Oui. Et en janvier 2022, un autre moment important aussi, tu reçois un coup de téléphone d'un ami. Oui. C'est ça, mon véhicule donc est vendu à un particulier qui habite sur Angers. Il descend avec son propre plateau, il connaît toute la problématique, je lui ai complètement tout expliqué, il y a tous les papiers. Je lui vends donc le véhicule non roulant. Il ramène le véhicule sur Angers, il m'explique qu'il veut en faire, il a un moteur qui correspond du coup et il veut remettre ce moteur dans cette belle carrosserie qu'est ma Nissan Juke. Et qui veut en faire cadeau à sa fille pour Noël. Donc il embarque le véhicule non roulant et voilà. Donc moi, je suis débarrassée de mon véhicule. J'arrive à en tirer un prix
relativement acceptable par rapport à ce que la concession souhaitait m'en donner si j'avais racheté un véhicule chez eux. Mais n'empêche que j'ai une perte d'argent qui est quand même assez conséquente. Mais mon véhicule est parti. Et là, effectivement, au mois de janvier, j'ai un ami qui avait connaissance de toute ma problématique qui m'appelle et qui me dit Estelle, je viens de regarder les informations à midi. Alors, je crois que ça devait être sur TF1. Je viens de regarder les informations et je crois que le sujet dont ils ont fait état aux informations de midi, c'est exactement ce qui t'arrive dans le cadre de ton véhicule. Est-ce que tu sais qu'il y a une action collective qui a été montée et que dans cette histoire, tu n'es pas seul. Il y a des millions de personnes, des milliers de personnes qui connaissent cette problématique et il y a une action collective qui est en cours au niveau juridique. Donc cet ami t'envoie des informations, tu découvres qu'il y a une action collective comme tu as dit. Donc tu te rends compte que la défaillance de ta voiture n'est pas un cas isolé. Alors ce problème existe depuis 2016. Apparemment, oui. 2016. Et donc, tu décides de rejoindre cette action collective, de t'intéresser un peu plus à ce sujet. Oui. On en parlera tout à l'heure de cette action collective dans la deuxième partie. Mais avant, Estelle, si tu veux bien, on va écouter une première musique que tu as choisie. Oui. C'est Miley Cyrus avec la chanson Jolene. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson ? S'il y a une raison. C'est une voix que j'aime beaucoup et puis c'est une chanson qui est très rythmée, que j'aime beaucoup et que je passe beaucoup chez moi parce que j'aime beaucoup l'énergie qu'elle dégage. Et on va écouter cette énergie, Jolene de Miley Cyrus, et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Jolene, and you could have your choice of men, but I can never love again, 'cause he's the only one for me, Jolene, 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 Jolene. Oh, I'm begging of you, please don't take my man.
Nous sommes de retour sur KTB Radio avec au téléphone Estelle Auduc, victime de lourdes défaillances moteurs du groupe Renault-Nissan-Dacia dans le scandale du Motorgate. Alors, à la fin de la première partie de l'émission, nous nous sommes arrêtés à la découverte de cette action collective. On va rappeler ce qu'est une action collective. Donc c'est une action collective en justice qui permet aux consommateurs et aux citoyens de s'organiser pour faire cesser des pratiques illégales, illégitimes, ou pour indemniser un préjudice subi. Alors, qu'est-ce que tu découvres en intégrant cette action ? Alors en réalité, je commence à me connecter sur Internet et aller regarder. Cet ami a eu la gentillesse au moment du reportage à la télévision de prendre tous les éléments, toutes les informations qu'il me communique. Et là, il m'explique aussi qu'il y a, en parallèle de cette action collective, et c'est par ça que je vais commencer, il y a sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, il y a sur Facebook, il y a tout un groupe qui a été créé et qui recense l'ensemble des personnes victimes de cette problématique moteur, des milliers de personnes qui ont rejoint cette page où chacun fait état de ce qui lui est arrivé. Et là, je découvre à ma grande surprise que ce que je pensais être un cas isolé me concernant, en fait, est de la problématique qui a été rencontrée par des milliers de personnes avant moi et en même temps que moi. Et je constate surtout que l'origine de la problématique est également similaire à la mienne, c'est-à-dire qu'on en revient au point de départ, des consommations excessives d'huile, des remises d'huile très fréquentes dans les motorisations des différents véhicules. Et là, je suis aussi très surprise de découvrir que ça n'est pas que la marque et ma motorisation de véhicule qui est concernée, c'est l'ensemble des motorisations qui sont utilisés dans certains types de véhicules, et là on va toucher différentes marques, et je découvre à ma grande stupéfaction, après avoir fait des recherches, que dans le monde entier, ça concerne 400 000 véhicules qui ont été mis en circulation, et que tous ces véhicules ont rencontré à un moment donné ou à un autre la même problématique que moi. Et tu découvres également qu'il y a un autre moteur qui est touché par ces défaillances. Oui, ma motorisation, moi, c'est un 1.2 DIGT, et il s'avère que la motorisation 1.2 TCE est également concernée. Donc ça représente ces deux motorisations, ces deux types de motorisation représentent à elles seules 400 000 véhicules roulant dans le monde entier qui sont équipés de cette motorisation. Alors on peut nommer quelques véhicules, quelques modèles qui seraient touchés. Il y en a une dizaine à peu près. Je les ai pas. Il y en a une dizaine, une douzaine. Je crois qu'il y a le Mercedes Citan qui est touché. Le Nissan Juke, je crois que, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que la Mégane, la Clio peut-être aussi sont touchés. Kangoo, Dacia. Par ces motorisations. Kangoo, Dacia aussi est touché, oui. Mégane aussi. En fait, on est dans le groupe Renault, Nissan, Dacia. En fait, on est sur une problématique internationale en fait, qui touche ce groupe directement. Alors, c'est une action collective qui est menée par des avocats, notamment Christophe Leguévac, qui a une énorme réputation. Oui, Christophe Leguévac, en fait, pour rappeler, je crois qu'est l'un des premiers avocats en France qui, sur le modèle américain, a décidé de créer des actions collectives en justice et qui recouvre un certain nombre de plaignants, un certain nombre de victimes. Et donc, sur le modèle des actions collectives américaines, il décide de lancer des actions collectives en France. Et on le connaît surtout, cet avocat et son cabinet, dans l'action du Levothyrox, puisque c'est lui qui a lancé cette première action collective en France et qui a gagné par rapport au laboratoire qui avait lancé ce produit. Et du coup, Maître Leguévac s'est spécialisé aujourd'hui dans les actions collectives. C'est un avocat qui a un cabinet, je crois, à Toulouse, me semble-t-il. Mais là, pour plaider sur notre dossier, il se rend au barreau de Paris, puisque c'est là-haut que tout se traite.
On va nommer aussi les autres avocats qui participent à cette action collective, donc Michael Neumann, Géraldine Adrey-Lacquart et Pierre Delivré, des barreaux de Paris, Marseille et Toulouse. Alors, en prenant part à cette action collective, tu as été orienté vers une association. Oui, c'est ça. En réalité, la personne qui gère ce groupe Facebook concernant donc l'action, on l'appelle l'action collective Motorgate. Quand j'ai eu accès à ces informations, j'ai moi à mon niveau mené plusieurs actions. J'ai déjà contacté la presse locale, en l'occurrence, pour alerter, avec dans le but pour moi de faire savoir au plus grand nombre que cette problématique-là, lorsqu'elle arrive, ce n'est pas une problématique isolée, mais qu'il existe déjà une action en cours et que c'était important pour moi de faire savoir au plus grand nombre que quand ce problème arrive, on n'est pas seul. D'autres personnes sont touchées, et quand j'ai pris acte de ce groupe Facebook, j'ai pris contact avec l'administrateur de ce groupe en lui faisant état que j'avais été tellement été inquiète, stressée, perturbée. Le préjudice est énorme causé sur ce genre de problématique. Je l'ai informé que j'étais prête à rejoindre une action s'il y avait besoin, pour pouvoir faire savoir sur nos différentes zones géographiques la problématique, quitte à faire des réunions publiques, quitte à se regrouper, quitte à alerter encore plus la presse locale. Et en fait, cette personne m'a expliqué qu'une association allait se créer, une association des victimes du Motorgate, une association qui allait regrouper l'ensemble des personnes qui avaient rencontré ce genre de problématique. Alors, il y a une procédure judiciaire en cours. Oui. Est-ce que tu sais où en est le dossier, ce qui est en train de se passer du côté de la justice ? Alors, quand le dossier est remis aux mains de la justice, on se dépossède un petit peu des choses, puisque ce sont les avocats derrière qui prennent le relais. Moi, je sais que suite à ce contact avec cette association, donc on m'a dirigée sur l'action collective. J'ai moi à mon niveau, parce que bien évidemment cette action n'est pas gratuite, donc on doit encore verser des fonds pour être représenté et être défendu. Donc du coup, les cabinets ont mis en place 2 recours successifs auxquels j'ai adhéré et j'ai payé pour ça. Donc le groupe Nissan Dacia dans la procédure judiciaire en fait a été réparti du coup en 3 groupes. Le groupe des victimes de Nissan, un groupe victime de Renault et un groupe victime de Dacia. Donc il y a eu 3 groupes différents et chaque groupe en fait a été traité visiblement en individuel, pas sur le groupe dans sa globalité. On reçoit très régulièrement des newsletters, des informations par mail pour nous dire exactement où est-ce qu'on en est. Il y a eu différents stades dans la procédure. Il y a eu une procédure à l'amiable, bien évidemment, qui a été déboutée. Moi, j'ai été bien sûr placée dans le groupe Nissan, puisque j'avais une juke. Et donc, je n'ai pas connaissance de ce qui s'est passé sur la procédure Renault et Dacia. Par contre, je sais que très rapidement, Nissan France est allé expliquer que tous les documents qui pouvaient les inculper n'étaient pas en France, mais qu'ils étaient en Grande-Bretagne, et que pour accéder à ces documents, il fallait faire appel à des avocats anglais, ce qui nécessitait visiblement de forts coûts supplémentaires de défense. Et à ce jour, je ne sais pas comment les cabinets français ont pu avoir accès aux documents. Je sais qu'il y a eu différentes instances, il y a eu différentes... alors, on n'est pas au stade des plaidoiries, je pense pas, mais en tout cas, Maître Lequevac est allé plaider plusieurs fois au barreau de Paris, aller plaider notre cause. Je sais que l'histoire est en cours. L'histoire est de plus en plus médiatisée, mais pour le moment, ça avance. Mais les cabinets avancent à leur niveau, mais on n'a pas forcément en temps réel tout ce qui se passe sur l'action. Est-ce qu'il y a eu des graves accidents concernant ces défaillances moteurs ? Alors, tu n'as pas tous les dossiers entre tes mains, mais est-ce que tu as des retours par rapport à ça ? Les retours que j'ai, ce sont les retours que j'ai vus sur la page Facebook qui a été créée.
Cette page Facebook, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'elle regroupe 5000 victimes, ce qui n'est quand même pas rien. On est loin des 400 000 touchés, mais en tout cas déjà 5000 victimes en France, où chacun expose son histoire, toujours toutes plus ou moins dramatiques, toutes qui auraient pu causer de très gros dégâts et attenter à la vie de certaines personnes. Je sais juste que pour que certaines personnes aient témoigné, on a certaines motorisations qui ont pris feu lorsque les véhicules roulaient. Je ne sais pas si on est allé jusqu'à l'accident grave, l'accident corporel, voire jusqu'à la mort. Ça, je ne sais pas. Mais vu les problématiques rencontrées, on peut imaginer que ça a pu arriver à certaines personnes. Oui, mais moi, dans l'état actuel des choses, je n'ai pas cette information. Et est-ce que les concessions, les garages, savent qu'il y a un problème sur ces motorisations? Parce qu'il n'y a eu aucune campagne de rappel concernant ces moteurs. Concernant toutes ces motorisations, il n'y a jamais eu aucune campagne de rappel. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, mon véhicule n'a jamais été rappelé. Par contre, en cherchant après sur Internet, j'ai pu constater qu'effectivement, la problématique était remontée au niveau de toutes les concessions et tous les garages. Ça veut donc dire que toutes les concessions et tous les garages qui récupèrent ce genre de dossier, comme moi, ils ont pu récupérer ma problématique à moi en temps et en heure, savaient déjà qu'il y avait cette problématique, parce que cette problématique, on la connaît depuis 2016, et moi, j'ai acheté mon véhicule en 2018. Ça veut donc dire que ça faisait déjà 2 ans que les concessionnaires et que les garages savaient que cette problématique existait. Et donc, ça veut donc dire qu'on a mis volontairement la vie en danger des acheteurs et des utilisateurs de ce genre de motorisation. Et c'est là que ça devient très grave. D'ailleurs, je crois que c'est le premier chef d'accusation, c'est mise en danger de la vie d'autrui, me semble-t-il. Et donc, quel regard portes-tu aujourd'hui sur les constructeurs automobiles avec tous ces scandales des dernières années, Dieselgate, les airbags? Ouais, très personnellement, j'avoue que j'ai toujours eu un regard très négatif sur le milieu de l'automobile, que ce soit surtout déjà au niveau des garages, parce qu'on a tous fait l'expérience de problématiques, de pannes, etc., etc. J'ai jamais eu un bon regard sur ce qui se passait dans le milieu de l'automobile, et en l'occurrence, et de surcroît aujourd'hui, je n'ai plus aucune confiance. J'en avais déjà pas. Mais là, je n'ai plus aucune confiance dans ces structures. Et ce qui m'amène aujourd'hui à ne plus avoir confiance du tout en l'occurrence sur ces marques-là, mais c'est pas tant des marques puisque ce sont des motorisations qui sont mises ensuite dans d'autres modèles et dans d'autres marques de véhicules. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai quitté du coup l'automobile française, on va dire, et je me suis orientée sur de la motorisation japonaise qui, à mon sens aujourd'hui, et je peux me tromper parce qu'on est loin de tout connaître et tout savoir, mais qui me semble aujourd'hui beaucoup plus fiable que ce qu'on est capable aujourd'hui de faire en France. Donc la voiture que tu as aujourd'hui fonctionne très bien? C'est un véhicule qui fonctionne très bien. C'est le deuxième que j'ai acheté. Je n'ai pas peur de le dire, de la marque Toyota. La première que j'ai eue, je l'ai gardée 3 ans. Je l'ai revendue sans aucun souci. Je n'ai jamais eu aucun souci de motorisation et d'autres problématiques autres. Je parle bien. Fin janvier, j'en ai racheté une autre, d'un modèle plus récent, avec lequel tout se passe vraiment très bien. Et je sais qu'aujourd'hui, je resterai sur ce type de motorisation. Je suis passée sur de l'hybride en l'occurrence parce qu'on sait que au niveau du Japon, ils sont des pionniers sur ces questions-là. Et j'ai quitté les motorisations classiques. Et quelles ont été les répercussions, les conséquences sur ta vie de ce problème de voiture? Des problématiques graves, j'ai envie de dire, parce que ce sont des problématiques qui viennent impacter la santé, qui viennent impacter la vie personnelle et qui viennent impacter la vie professionnelle. Moi, à ce moment-là, comme je l'expliquais tout à l'heure, je bougeais beaucoup de par mon activité professionnelle. Ce qui veut dire que je prenais très souvent mon véhicule, donc j'étais toujours inquiète quand je prenais mon véhicule parce que je ne savais pas ce qui allait arriver.
Et donc, il s'est avéré que j'avais raison, puisque quelques mois plus tard, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Donc je prenais mon véhicule, mais j'étais jamais en confiance. Je sais jamais ce qui allait m'arriver. Je voyageais loin de chez moi, donc j'avais toujours peur qu'il m'arrive quelque chose en n'étant pas chez moi, ou en tout cas à proximité. Il s'est avéré que comme j'ai dû laisser mon véhicule, j'ai dû m'en faire prêter, sur mon activité professionnelle, ça posait des problèmes parce que j'avais des réunions très régulières sur Grenoble en l'occurrence, et que je n'ai pas pu me déplacer comme je le souhaitais. Donc au niveau de ma hiérarchie, ça a posé des problèmes. Et au niveau personnel, quand vous êtes en stress permanent, parce que quand vous savez pas avec quel véhicule vous allez rouler, vous savez pas si le lendemain je vais avoir un véhicule pour me déplacer. Je sais pas combien de temps mon véhicule de prêt je vais le garder. La personne qui me l'a prêté, je sais pas dans combien de temps elle va me le réclamer. Et si derrière j'en aurai un autre. Moi à ce moment-là, j'avais des problématiques aussi par rapport à mon travail, des problématiques assez compliquées de pression et de stress. Ça a nécessité bien évidemment à un moment donné que je vois mon médecin, parce que il a dû me prescrire des calmants, des antidépresseurs, alors qui ne sont pas directement reliés à ça, mais ça est venu gonfler la problématique, ce qui n'a pas toujours été très confortable et très agréable dans les temps où j'ai vécu ça. Et qu'aimerais-tu dire à une personne qui a été ou qui est victime de ces défaillances ? Aujourd'hui, avec l'expérience que j'en ai, l'expérience malheureuse que j'en ai, et tout le parcours que j'ai mené personnellement, et toutes les recherches que j'ai faites, et tout ce que j'ai pu découvrir, déjà dans un premier temps, c'est s'il y a acquisition de véhicules, renseignez-vous. Sur Internet, il y a énormément d'informations qui concernent les motorisations et toutes les problématiques et toutes les actions collectives qui sont en cours, et qui regroupent tout ce qui peut se passer en matière de motorisation et autres. Je passe pas sous silence, et on en entend parler dans les médias, toutes les problématiques aujourd'hui qui sont reliées aux airbags Takata. Et je me suis rendu compte que c'était pas 400 000 véhicules, mais c'était 800 000 véhicules qui étaient touchés dans le monde aujourd'hui. Ça fait du bruit. Ces problématiques posent de vraies questions aujourd'hui. Moi, j'invite vraiment les personnes qui ont un véhicule de se renseigner sur Internet et voir si elles sont touchées par ces problématiques. Et si elles sont touchées par ces problématiques, rejoindre les actions collectives qui sont en cours. Parce que seul face à ces grands groupes, on n'est rien, on ne peut rien faire, et c'est l'union qui fait la force. Et moi, j'invite vraiment les personnes qui se posent des questions sur leur motorisation, ou qui ont des problématiques, ou qui veulent acheter un nouveau véhicule, c'est d'aller regarder ce qui peut exister, les actions qui sont en cours, parce que c'est le meilleur moyen de savoir vers quoi on se dirige, pour éviter d'avoir, tant faire se peut, le moindre problème à l'avenir. Et comment peut-on se faire aider si une personne pense être victime des mêmes problématiques ? Rejoindre les plateformes qui existent. Moi, en l'occurrence, la plateforme qui m'accompagne, c'est la plateforme MyLéo, qui regroupe l'ensemble des plaignants sur cette problématique et sur cette action collective. Après, c'est d'aller chercher, regarder sur Internet. Il y a différentes structures, il y a différentes associations qui sont nommées. Et l'important, c'est d'aller regarder sur Internet, parce que sur Internet, on va trouver effectivement tout plein d'informations. Et sur les réseaux sociaux aussi ? Sur les réseaux sociaux aussi. J'ai pas en tête le nom de la page Facebook, mais je pense qu'en tapant tout simplement action collective Motorgate sur Internet, on va trouver le nom de la page Facebook et le nom de l'association qui s'est créée suite à ça. Alors le nom que tu m'as donné lorsqu'on s'est appelé au téléphone il y a quelques jours, tu me dis si c'est bien celui-ci, Casse Moteur, Renault/Nissan, 1.2 TCE et DIGT, c'est bien celui-ci ? C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est sur Facebook. C'est ça. Et il y a différentes associations également. C'est ça. J'ai pas leur nom en tête, mais il y a différentes associations qui se sont montées. Estelle, on va devoir se quitter. Oui, c'est là bientôt la fin de l'émission. Merci Estelle.
Merci Romain. Merci d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé avec nous ton combat. Merci beaucoup à toi et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Vous pouvez télécharger l'application gratuite de KTB Radio depuis Play Store pour nous écouter où que vous soyez. Vous pouvez nous laisser des commentaires également sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter cette émission avec pour invité Estelle Auduc qui nous a parlé du scandale du Motorgate, victime de graves problèmes moteurs du groupe Renault, Nissan, Dacia. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.